Un jour, quelqu'un m'a demandé ce que ça faisait de ne rien ressentir. Je lui ai répondu que c'était comme regarder un film en noir et blanc quand tout le monde le voit en couleur. Je suis le docteur Patrick Agniet, psychologue clinicien respecté, père de famille, et je suis un sociopathe diagnostiqué. Cette révélation vous choque? Attendez de découvrir la suite. Combien de fois avez-vous entendu le mot « sociopathe » dans les médias? Dans les séries policières? Dans les films d'horreur? Vous pensez connaître ce qu'est un sociopathe? Détrompez-vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler la vérité sur ce trouble de la personnalité, une vérité que je vis chaque jour dans ma chair. Je ne suis pas un monstre tapi dans l'ombre. Je ne suis pas un tueur en série. Je suis votre voisin, votre collègue, peut-être même votre thérapeute. Et je vais vous raconter comment on vit quand on est différent, quand notre cerveau ne fonctionne pas comme celui des autres. Partie 1, l'enfance. Les premiers signes sont apparus très tôt. Je me souviens parfaitement de ce jour en classe de CE2. Ma maîtresse avait demandé à chaque élève ce qui les rendait tristes. Mes camarades parlaient d'animaux abandonnés, de grands-parents malades, de disputes entre amis. Moi? Je ne comprenais même pas la question. La tristesse des autres m'apparaissait comme une langue étrangère que je n'avais jamais apprise. Ma mère, une femme du Sud traditionnelle, répétait souvent à ma sœur: « Tu veux rendre ta maîtresse fière, n'est-ce pas ?» Je regardais ma sœur hocher la tête avec enthousiasme, ses yeux brillants d'émotion. Moi, je me contentais d'imiter ses gestes, comme un acteur qui répète son texte sans en comprendre le sens. La pression est devenue insupportable. Imaginez porter un masque chaque jour de votre vie, calculer chacune de vos réactions pour qu'elles paraissent normales. C'est épuisant. Et parfois, cette pression devait sortir. Partie 2, l'incident. C'est arrivé un mardi de printemps. Sarah, ce n'est pas son vrai nom, était assise à côté de moi. Elle parlait sans cesse. La pression montait. Je sentais ce vide familier, ce besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, pour ressentir. J'ai pris mon crayon. La suite, vous la connaissez déjà. Ce qui est important, ce n'est pas l'acte en lui-même, mais ce qui s'est passé après. Pas de culpabilité. Pas de remords. Juste un immense soulagement, comme si je venais de relâcher une valve de pression. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais différent. Partie 3, l'adolescence. L'adolescence a été une période d'expérimentation. Non pas avec les drogues ou l'alcool comme mes pères, mais avec les limites de ma condition. Je m'introduisais dans des maisons vides. Pas pour voler, pas pour vandaliser. Juste pour être là, dans un espace où je n'étais pas supposé être. Ces intrusions sont devenues ma thérapie personnelle. Dans ces moments de transgression, le chaos dans ma tête s'apaisait enfin. J'ai développé une routine presque médicale, une effraction par semaine, comme d'autres prennent des antidépresseurs. Partie 4, le diagnostic. Le diagnostic est venu tard, à la fin de mes études universitaires. Contrairement à ce que vous pourriez penser, ça a été un soulagement. Enfin, je pouvais mettre un nom sur ma différence. Je n'étais pas cassé, j'étais différent. Le PCLR, Psychopathie Checklist Revised, a confirmé ce que je soupçonnais depuis longtemps. Mais ce diagnostic a soulevé plus de questions qu'il n'a apporté de réponses. Comment vivre une vie normale quand on est fondamentalement différent? Comment construire des relations authentiques quand on ne ressent pas les émotions comme les autres? Partie 5, la vie professionnelle. L'ironie ne m'échappe pas. Un sociopathe devenu psychologue, c'est comme un aveugle devenant critique d'art, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est précisément mon détachement émotionnel qui fait de moi un meilleur thérapeute. Je ne suis pas submergé par les émotions de mes patients. Je peux analyser leurs problèmes avec une clarté que beaucoup de mes collègues envient, même s'ils ne le savent pas. C'est comme regarder un échiquier de haut, on voit mieux les mouvements quand on n'est pas une des pièces. La révélation. La vérité sur la sociopathie? Ce n'est pas ce que vous pensez. Nous ne sommes pas des monstres. Nous sommes des personnes qui voient le monde différemment. Imaginez que tout le monde autour de vous soit obsédé par une couleur que vous ne pouvez pas voir. Vous apprenez à en parler, à faire semblant de la voir, mais au fond, vous savez que votre expérience est différente. Les statistiques montrent qu'environ 5 PER% de la population présente des traits sociopathiques. Cela signifie que dans votre entourage, plusieurs personnes sont probablement comme moi. Vos collègues, vos amis, peut-être même des membres de votre famille. La vie personnelle. Mon mariage est une preuve que les sociopathes peuvent avoir des relations significatives. Mon épouse sait qui je suis. Elle a appris que mon amour, bien que différent, n'en est pas moins réel. Je ne ressens peut-être pas les choses comme elle, mais mes actions parlent d'elles-mêmes. Avec mes enfants, mon manque d'empathie émotionnelle est parfois un avantage.
Je ne projette pas mes anxiétés sur eux. Quand mon fils échoue à un examen, je peux l'aider à analyser la situation sans être submergé par la culpabilité parentale typique. Les défis quotidiens chaque jour est un exercice d'équilibriste. Je dois constamment traduire mes réactions naturelles en réponses socialement acceptables. C'est comme être un acteur qui ne quitte jamais la scène. La différence ? Je ne joue pas pour tromper, mais pour m'intégrer. Les compulsions sont toujours là. La pression aussi. Mais j'ai appris à les gérer de manière constructive. La thérapie, la routine, la structure, ce sont mes outils pour naviguer dans un monde qui n'est pas conçu pour des gens comme moi. Les leçons. La sociopathie n'est pas une condamnation, c'est une différence neurologique. Avec la bonne compréhension et les bons outils, nous pouvons mener des vies productives et significatives. Le véritable danger ne vient pas de la condition elle-même, mais de l'ignorance et des préjugés qui l'entourent. L'espoir. Si vous vous reconnaissez dans cette histoire, sachez que vous n'êtes pas seul. Si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être concerné, la compassion et la compréhension sont plus utiles que la peur et le jugement. La société évolue. Nous commençons à comprendre que la neurodiversité n'est pas une malédiction, mais une variation de l'expérience humaine. Les sociopathes peuvent être des parents aimants, des professionnels compétents, des membres productifs de la société. Cette vidéo n'est que le début d'une conversation plus large sur la neurodiversité et la santé mentale. Si vous voulez en savoir plus, abonnez-vous à cette chaîne. Dans les commentaires, partagez votre expérience ou vos questions. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui semblait différent ? Comment cette révélation change-t-elle votre perception de la sociopathie ? La prochaine fois que vous entendrez le mot « sociopathe », rappelez-vous de cette histoire. Derrière chaque diagnostic se cache un être humain complexe, avec ses luttes, ses victoires, et sa propre façon de voir le monde. Je suis le docteur Patrick Agnet, je suis sociopathe, et ceci est mon histoire. Mais ce n'est qu'une histoire parmi tant d'autres. Combien d'autres restent encore à raconter ? La normalité est une route pavée, on y marche aisément mais les fleurs n'y poussent pas. Carl Jung et vous, êtes-vous prêts à regarder au-delà des apparences ? Parfois, ceux qui semblent les plus différents sont ceux qui ont le plus à nous apprendre sur nous-mêmes.